Les passagers du vol Affairage Airways sont priés de se présenter à la porte d'embarquement. N'oubliez pas d'apporter votre bonne humeur, votre discernement ainsi que votre bienveillance qui vous seront fort utiles tout au long de ce vol. Bonjour et bienvenue à tous dans le 8e épisode de Affairage Airways. Je suis Aïssata. Et moi c'est Laurence. Et les amis, nous sommes avec vous pour le dernier épisode de la première saison de Affairage Airways. En effet. On croyait que l'épisode allait sortir beaucoup plus tôt que prévu, ça devait sortir avant la fin de l'année, mais je pense que vous allez l'écouter, on sera déjà en 2021, donc bonne année à vous. Bonne année à tout le monde, on vous souhaite santé, prospérité, amour, je sais pas, quoi d'autre. L'argent ? Ouais, I guess. Bah, ça vient pas en premier, mais ça vient dans la liste quand même. Non, ça je vient dans pense la que liste. moi, avec le temps, j'ai compris que pour vivre la vie que je mérite, en plus de la santé, de la prospérité et tout, j'ai besoin d'argent. L'argent fait le bonheur, hein. Je sais pas qui nous mentait depuis là. Donc, ça aide en tout cas. Bonne année l'argent, bonne année santé. Autre chose qui est différent aujourd'hui, c'est que pour la première fois depuis un bon bout de temps, Laurence et moi, nous sommes dans la même pièce, dans le même lieu. C'est pas la même pièce, genre sur Zoom quoi. On respire le même oxygène. Parce que nous sommes toutes les deux à Abidjan. Yeah. Et donc, Laurence, qu'est-ce qui t'emmène ici ? Je fuis le confinement. Ah. Comme beaucoup de vacanciers que j'ai cru rencontrer aussi, tout le monde fuit le confinement. Donc, il y a beaucoup de gens qui sont à Abidjan, Dakar et tout ça. Au Canada, c'était l'hiver. Donc, ici, il fait beau. Les gens sont gentils, accueillants, bienveillants. Vous entendez ça ? Vous entendez ? Polis même. On n'est pas n'importe où, on est à Abidjan. Donc, c'est ça. Donc, je suis ici pour les vacances. Et franchement, si Dieu le veut, même, jusqu'à la fin de l'hiver. Hein. Ah, ça qu'à Abidjan est doux, hein. Ben, c'est génial. Est-ce que tu as des points de vue spécifiques, des choses qui t'ont marqué quand tu es venue ici ? Parce que bon, moi, mon point de vue est tout le temps très... mon point de vue n'est pas objectif parce que je suis ivoirienne, je suis la première promotrice de la Côte d'Ivoire. Mais toi, avec ton regard étranger, si tu devais décrire un peu Abidjan, la vibe, le lieu, à des gens qui sont jamais venus, qu'est-ce que tu dirais ? Je dirais que c'est une ville qui est accueillante pour les étrangers. Il n'y a pas une fois où je me suis sentie mal à l'aise ou pas à ma place. Et aussi, personnellement, même en ce moment, je suis en train de regarder comment je peux me réinstaller sur le continent. Après plusieurs conversations avec des amis, des connaissances, il y avait toujours 3 noms qui revenaient. Abidjan, Dakar, et parce que je suis camerounaise, les gens disaient aussi beaucoup de mon côté, Yaoundé. Et en fait, pour moi, après ce voyage à Abidjan, c'est vraiment 2 noms qui sont sur la liste. Abidjan, Yaoundé, donc... Ah, Dakar a sauté ? Dakar a sauté, désolé les gars, hein. Dakar a sauté. Comment ? Dakar a sauté, Si vous aviez entendu Laurence avant de venir en Côte d'Ivoire, c'était en fait pour elle le Sénégal. Et moi, j'ai beaucoup aimé le Sénégal, donc no shame. Moi, j'aime toujours le Sénégal. Mais le Sénégal, c'était le meilleur pays au monde mondial. Donc, qu'est-ce qui s'est passé ? Non, j'aime toujours le Sénégal. Je pense juste que c'est un meilleur... Abidjan est un meilleur fit pour moi. D'accord. Et ma personnalité et le genre de personne que je suis. Ce que j'aime aussi par rapport à Abidjan, c'est que j'ai l'impression que quand on cherche à s'établir ailleurs, surtout sur le continent, il faut que les besoins de base soient couverts. Donc, qu'il y ait une infrastructure, qu'on se sente en sécurité, qu'il y ait l'eau courante, l'électricité. Et je pense qu'Abidjan a vraiment tout ça et bien plus. On peut sortir, on peut rentrer tard. On est à l'aise, en fait. On est à l'aise. Donc, pour moi, c'est pour ça qu'Abidjan est vers le numéro 1. Ou ex-aequo, quoi, avec Yaoundé, pour l'instant. Je suis d'accord. Ayant fait les 3 villes qu'elle a mentionnées. Bon, après, moi, ici, je suis chez moi, mais je pense aussi qu'objectivement parlant, Abidjan, c'est une bonne ville. Objectivement, il n'y a rien d'objectif dans ce qu'on dit, en fait. mais bon, on va pas rester discrète. Avant de commencer l'épisode d'aujourd'hui, déjà, on va vous annoncer que la structure va être un peu différente. Donc, comme c'est le dernier épisode et puis on l'enregistre en fin d'année, vous l'écoutez en début d'année, on s'est dit qu'on allait essayer de faire un petit récapitulatif de l'année 2020 et des choses qui ont marqué l'année de notre point de vue et qui méritent d'être mentionnées, que ce soit des choses un peu plus sérieuses ou des choses qui font vraiment rire. Ouais. C'est ce qu'on va faire aujourd'hui. On a quelques thèmes qu'on veut aborder. Mais avant ça, on est quand même consciente que ça fait un petit bout de temps qu'on n'a pas fait d'épisode et qu'entre les semaines qui ont passé, il y a eu des choses qui se sont passées, des choses importantes qu'on aurait mentionnées si on avait fait un épisode normal. Donc, on va parler de certaines de ces choses sans rentrer dans trop de détails parce qu'on veut quand même garder la majorité du temps pour faire le récap de 2020. Donc, on va commencer avec les choses qu'on a ratées dans les dernières semaines. Je peux commencer. Le premier truc dont on voulait parler, c'était un incident lié au racisme qui avait eu lieu il y a quelques semaines. C'était le 8 décembre avec un match du PSG contre une équipe turque qui s'appelle Başakşehir. Vraiment, je suis désolée. Ça paraît que tu n'écoutes pas le foot en fait. Je suis désolée. Voilà, je pense que c'est important de vous dire, moi je ne regarde pas le foot. Moi je regarde la Coupe du Monde et la Coupe d'Afrique. La Coupe d'Afrique. Même pas l'Euro. Coupe d'Afrique.
Les affaires de Champions League, là, je regarde ça sur Instagram quand les gens sont à fond. Mais là, quand même, c'était un incident qui était assez sérieux et puis assez médiatisé et puis quand même nouveau, quelque chose qui n'a pas souvent lieu. Et donc, je me suis dit que ce serait important d'en parler. Et donc, je vais vous donner mon récapitulatif avec mes yeux de outsider qui ne connaît pas le foot, qui ne regarde pas le foot. Donc, après, on va mettre un gros grain de sel. Voilà. C'est pour ça que je vais me limiter aux faits, je ne vais pas rentrer dans trop de trucs. Mais en gros, ce qui s'est passé, c'est qu'il y avait ce match-là qui se passait. Et pendant le match, il y a un des arbitres, vous savez, en foot, il y a plusieurs arbitres. Tu as les arbitres sur le terrain, tu as les arbitres en dehors du terrain. Donc là, il y a un des arbitres en dehors du terrain qui a demandé à l'arbitre central d'exclure l'entraîneur adjoint de l'équipe turque Başakşehir. Et cet entraîneur adjoint-là, c'est un Camerounais qui s'appelle Pierre-Achille Webo, qui est noir. Et quand l'arbitre externe a demandé d'exclure ce gars-là, il a dit d'exclure le noir. C'est comme ça qu'il a dit mot pour mot à l'arbitre central. Donc il a dit ouais, excluez ce noir-là, je ne sais pas ce qu'il fait, etc. Il faut l'exclure. Sauf qu'il a parlé en turc, en tout cas dans leur langue là-bas. Là. Et dans la langue, il a dit le mot pour dire le noir, là, c'était al-negrou. Il y a eu 2 polémiques. Tu as eu la première polémique de ceux qui disent mais pourquoi on dit al-negrou et tout. Et on leur a expliqué que dans la langue là-bas, le seul mot pour dire noir, c'est negrou. Ça n'a pas de connotation, ça n'a pas de connotation raciste ou quoi. Ça n'a pas la même portée que négro aux États-Unis. Même quand j'étais au Mexique, là, on m'appelait la negra tout le temps. Exactement. Ça veut dire la noire. Exactement. Au début, j'étais choquée, mais après, tu te rends compte en fait que c'est ça. En espagnol, c'est juste une couleur. C'est juste une couleur. Ouais. Cependant, lorsque cet incident a eu lieu, il y a eu un autre joueur sénégalais qui s'appelle Dembaba, qui était dans l'équipe turque, qui s'est fâché parce que lui, son problème, il a dit « Pourquoi est-ce que vous le qualifiez en tant que le noir ?» Parce que si on parlait d'un joueur blanc, vous n'auriez pas dit « Il faut exclure ce blanc-là ». Donc, pourquoi est-ce qu'on est réduit à notre couleur de peau? Il a un nom, en fait. Il a un nom, c'est une personne à 100%. Donc, pourquoi est-ce que vous parlez d'un homme noir? Pourquoi vous dites ce noir-là au lieu de dire le nom de la personne, en fait? Ou même à la limite, son poste, tu peux dire excluer l'entraîneur adjoint, je sais pas, mais pourquoi le noir? Et donc, Dembaba, ce joueur sénégalais, était tellement fâché qu'il a quitté la pelouse. Il a dit, lui, c'est bon, il reste pas, il s'en va. Et il a été suivi par les autres joueurs de son équipe, donc les autres joueurs de l'équipe. Et ce qui a été vraiment intéressant, c'est qu'ils ont été soutenus par l'équipe adverse, l'équipe du PSG. Qui a aussi quitté le terrain. Donc, l'équipe du PSG, je pense qu'on n'a pas besoin de jouer au foot ou de regarder le foot pour savoir que c'est une super grande équipe. Donc c'est l'équipe de Neymar, l'équipe de Mbappé, l'équipe de Kimpembe. Eux tous, ils se sont révoltés, ils ont dit oui, on va soutenir nos frères de l'équipe turque, on quitte le terrain, c'est inacceptable. Et il serait temps que ce genre d'actes racistes qui sont banalisés en fait dans le football s'arrêtent. Et donc pour marquer le coup, ils ont tous quitté le terrain. Et puis le match de foot a été joué une autre fois, quelques jours après. Je pense que le PSG même a beaucoup de joueurs camères aussi, si je ne me trompe pas. Donc même dans un élan de solidarité de leurs compatriotes, quoi. Je pense que ça fait du sens, sans compter qu'auparavant, il y avait beaucoup d'histoires, pelures de bananes qui étaient lancées sur des joueurs en Italie, sans compter que... De gens qui se sont fait appeler singes. C'est ça, exact. Donc il y a eu pas mal d'incidents dans le passé. De mon humble avis, de tous les incidents qui ont eu lieu, ce n'était pas forcément le plus grave, mais ça fait quand même du bien de voir qu'ils vont se lever et puis vont dire non, on n'accepte pas. Et je pense que ça met un peu de crainte du côté des gens dans l'institution du football pour qu'ils se rendent compte qu'il faut qu'ils fassent attention, ils ne peuvent pas faire ce qu'ils veulent. Surtout quand, pour être honnête, quand c'est les Noirs là, qui portent vos équipes et qui vous permettent de marquer des buts tous les jours, essayez de les respecter. C'est la moindre des choses. Quand on dit qu'ils sont français. Ouais. Techniquement, tout ce moment-là, c'était même tes gars, Camer, ils sont français. Ils sont tous français, c'est ça en fait. Ils sont tous français. C'est juste que quand ils font des conneries, ils sont Camer subitement. Ouais. Franco-Camer, franco-noir. Non, pas franco-noir. Excusez, mais bon, bref, vous voyez ce que je veux dire. Et pour ne pas trop s'attarder sur ce qu'on a raté dans les dernières semaines, Laurence, est-ce que toi, tu avais un truc? De mon côté, moi, j'avais Omalé, mon bébé, qui a été arrêté en compagnie de Thames et avec le manager de Thames, je ne connais pas son nom. Ils sont allés en Ouganda pour un concert. Et en fait, le concert s'est très bien passé. À la fin, Omalé a décidé de prendre un selfie avec ses fans. Et il a posté le selfie sur Instagram pour dire en mode l'Ouganda est doux, quoi. Quelques heures après ça, on a entendu des articles et même des tweets qui disaient qu'il avait été arrêté. Au début, je pense que les internautes pensaient que c'était genre un peu drôle, le fait qu'il s'était arrêté. Mais 24 heures plus tard, quand on a réalisé qu'il n'était pas libéré, les gens ont commencé à dire, bon, il y a eu des hashtags qui ont été créés, genre Free Omalé, Free Thames, il y a Burna Boy qui est sorti, Davido qui est sorti pour se plaindre en fait et de demander leur libération. En parallèle, les autorités nigérianes et leur commission pour la diaspora nigériane
étaient en train en fait de contacter le gouvernement ougandais pour leur libération. Et c'est par cette entremise-là qu'on a appris en fait qu'on les avait arrêtés pour acte de négligence qui augmentait en fait la propagation de la COVID, étant donné qu'on est en pleine COVID, il y avait des mesures restrictives par rapport au rassemblement. Et en plus de ça, on a réalisé que le promoteur en fait, il avait une autorisation pour un événement d'un nombre spécifique. Et lui, il a vendu en fait plus de tickets, mais c'est quelque chose que Omalé et Tems ne pouvaient pas savoir, de un. Et en plus de ça, on a appris en parallèle que 2 jours avant l'événement, un artiste qui s'appelle Bébé Cool, qui est un grand artiste ougandais et qui est même en train d'aider l'Ouganda à organiser les Mamas, qui est les MTV Africa Music Awards. Exact. 2 jours avant le concert, cet artiste, Bébé Cool, s'est plaint en disant en fait que vous n'autorisez pas les artistes locaux à faire des prestations, mais vous allez chercher des étrangers pour faire des prestations. Pour nous, on considère que c'est pas cool, surtout que le gouvernement ne soutient pas ces artistes en ce moment. Donc, comme il s'est plaint et que ça a pris de l'ampleur et que les gens commençaient à retweeter, partager, les autorités, apparemment la police locale a pris peur et justement les a arrêtés en fait un peu de façon agressive. Après, on les a libérés et je sais pas, est-ce que tu as vu comment Tems a insulté Non, j'ai pas vu. Bébé Cool? Non. Déjà, le jour où on les a libérés, peut-être quelques heures avant leur libération, Bébé Cool a posté des papiers de leur libération en mode genre j'ai participé quoi. Alors que c'est lui-même qui a aidé qu'on les mette en prison en fait, en se plaignant du fait qu'ils étaient sur le territoire. Et Tems, en fait, elle dit que, mais en fait, toi, tu n'as rien fait. C'est à cause de toi qu'on est en prison. Que si tu mets ton pied au Nigeria, là, je t'attends. Et le pire, c'est que ça va être sérieux. Je t'attends, ouais. Mais la plainte de Bébé Cool était quand même légitime à la base. Elle était légitime. Je pense pas qu'il pouvait s'imaginer, en fait, qu'elle allait se faire arrêter de la sorte. Ouais. Et en fait, je pense même que pour l'Ouganda, c'est pas un bon look, étant donné qu'il devait organiser justement les Mamas. Ouais. Et aussi, à travers les Mamas, ils faisaient vraiment la promotion de leur tourisme et tout ça. Mais présentement, il y a beaucoup d'artistes nigérians qui disent que même pour les Mamas, là, ils ne viennent pas. Ils vont boycotter. Ils ont raison. Et en plus de ça, même quelques jours avant l'arrestation de Tems et Omalé, les autorités politiques avaient fait un gros événement. Je ne sais plus c'était pourquoi, mais il y avait du monde à leur événement. Ouais. Et donc, ça faisait partie des choses que les gens relevaient en disant que c'est très contradictoire, que quand c'est un événement politique, comme dans beaucoup de pays d'ailleurs, on n'ait pas peur de la Covid, mais lorsque ce sont des artistes, on arrête les gens. Il serait peut-être temps que les gouvernements soient cohérents en fait, parce que vous ne pouvez pas vouloir faire la promotion de la musique, la promotion du tourisme et tout ça, et puis avoir des actions comme ça. Non, je suis d'accord avec toi. De toute façon, tout est bien qui finit pas mal bien. Ça aurait pu être pire. Donc les 2 artistes sont libérés, le manager aussi. Et moi, comme je disais à Aïssata plus tôt, là, si moi j'étais Omalé, quelqu'un dans mon équipe là doit sauter, doit partir. Et Tems? De quoi? Personne dans son équipe doit sauter? Non, son manager était là, donc lui, il n'a qu'à sauter. Une fois qu'on le libère, tu lui dis, bon, je dois te laisser partir en fait. Mais je pense que c'est surtout au niveau des promoteurs de l'événement. Les promoteurs aussi ont été arrêtés en partie. Il y a même des artistes ougandais ce jour-là qui ont été arrêtés. Mais j'estime en fait que c'est le travail de ton équipe de faire cette vérification avant de partir, de t'assurer en fait qu'il n'y a pas de problème, il n'y a pas d'arrestation de ce genre en fait. Et je comprends que c'est la faute des promoteurs, mais il y a une équipe qui est en charge de Omalé et de ses prestations qui devait aussi faire ses vérifications. Je pense aussi qu'on est encore dans un monde où il y a beaucoup de choses qui sont nouvelles et que c'est seulement avec la Covid là que tu es dans des situations où tu dois t'assurer réellement que le nombre de tickets vendus sont le nombre de tickets pour lesquels tu as des autorisations. C'est là que je ne suis pas d'accord parce que justement dans cette période-là, il y avait les artistes, ils allaient en Ouganda parce qu'ils savaient qu'ils ne pouvaient pas faire des prestations ailleurs. Tu comprends un peu? Donc en pleine Covid, personne ne fait des concerts. Comment toi tu te lèves pour dire que tu vas aller en Ouganda faire concert? Mais si on t'a invité que genre, je sais pas, c'est comme ici en ce moment en Côte d'Ivoire, il y a plein de concerts sans problème, on n'arrête personne. Donc aujourd'hui, si tu as un promoteur, enfin un manager qui fait venir son artiste, je doute qu'il va vérifier la capacité normale de l'espace et ce pourquoi il y a une autorisation. Mais là c'est différent, en Côte d'Ivoire, les rassemblements sont autorisés. En théorie, ouais, je pense. Ouais. En Ouganda, c'était pas le cas. Justement, puisque les artistes locaux ne prestaient pas. Donc dans ce cas, il faudrait juste pas partir en fait, faire le concert. Exactement. Donc en tout cas, je sais pas comment conclure le sujet. Non, écoute, il n'y a pas de conclusion, on va juste passer à autre chose. Parce que ceux qui sont libérés, ils vont bien. Bon, maintenant qu'on a fait un peu un tour rapide de ce qu'on a raté pendant la dernière semaine, on va rentrer dans le cœur du sujet. L'année 2020.
comme je vous disais, on a divisé ça en quelques thèmes. Le premier thème qu'on avait pour vous, et avant que je donne le nom du thème, c'est un thème qui a fait vraiment le pont en 2019 et 2020, parce que c'était aussi un thème présent en 2019. C'est tout le thème année du retour, l'année de la diaspora un peu. Si vous vous rappelez, l'année dernière, en fin d'année dernière en tout cas, on parlait beaucoup de l'année du retour, particulièrement au Ghana, qui avait organisé leur concept qui s'appelait The Year of Return. Et en fait, ils avaient déclaré que 2019 allait être leur année du retour parce que ça marquait 400 ans que les premiers esclaves étaient partis du Ghana. Et donc... avaient été arrachés, hein. C'était pas le bon terme. Bon, ils sont pas... Ouais. Bon, en tout cas, elles ont été arrachées de leur terre. Pour commémorer ça, mais aussi surtout pour faire la promotion du tourisme, et pour trouver des moyens de booster l'économie, ils ont fait tout un concept où ils ont organisé plein d'événements tout au long de l'année. Ils ont eu pas mal d'initiatives aussi. Donc, en termes d'initiatives, je pense qu'ils ont donné la nationalité à des centaines de Noirs de la diaspora, principalement aux États-Unis, mais en tout cas à l'étranger. Il y en a à qui on a offert des terrains pour qu'ils aient des terres pour pouvoir s'établir. Il y avait pas mal de compagnies de tourisme qui organisaient des voyages organisés au Ghana. Et puis, culturellement, il y avait énormément de festivals, surtout en décembre. Donc, il y avait Afrochella, Afro Nation, Deti Fest. Ça, c'est le festival de Mr. Easy. En vrai, il y a beaucoup de ces festivals qui existaient déjà avant 2019, avant l'année du retour, mais je pense que le branding qu'on a donné à l'année a permis de vraiment booster la promotion. En tout cas, tous les influenceurs étaient là-bas. Tous les influenceurs, tout le monde en fait. Tout le monde était là-bas. Tout le monde était là-bas. Ouais. Moi, j'étais allée pour quelques jours à la fin du mois de décembre. C'était incroyable. Juste à l'aéroport, j'avais quitté Abidjan. Juste de l'enregistrement jusqu'à l'atterrissage, on se connaissait tous dans le vol. Déjà, toute la petite communauté qu'on a ici, tout le monde était parti. Et même une fois sur place à Afro Nation, tu marches là, tu rencontres quelqu'un avec qui tu as fait l'université. Tu marches là, tu rencontres quelqu'un avec qui tu as fait le lycée. Tout le monde s'est retrouvé là-bas. Et c'était beau de voir un point commun, en fait, pour une fois où tout le monde venait sans avoir besoin de se concerter. C'était des retrouvailles, en fait. Vraiment, c'était des retrouvailles. Et puis l'atmosphère était bonne aussi. Tu sentais qu'il y avait vraiment une bonne vibe. Tout le monde était là avec des intentions plutôt positives, avec vraiment l'envie de soit découvrir la culture ou soit vraiment célébrer cette culture-là qu'on a. En plus de ça, tous les artistes étaient là. Il y avait plein de soirées qui permettaient vraiment aux gens de se retrouver. Et même en dehors de ça, tu avais des conférences, des panels de discussion, etc. Donc vraiment, quels que soient les intérêts que tu avais, tu pouvais trouver ta part au Ghana l'année dernière. Donc c'était assez complet en fait. Exactement. Et c'est pour ça même qu'ils ont eu des retours super intéressants économiquement parlant, parce qu'en début de cette année, ils ont dit que ça a boosté leur économie de 1,9 milliard de dollars. Waouh! C'est le ministre du Tourisme qui a dit ça. Dollars américains? Dollars américains. 1,9 milliard de dollars américains. Donc les pays africains qui négligent le tourisme là, voilà ça. Les chiffres sont là. Les chiffres sont là. Et puis même, je pense qu'au-delà de... c'est même pas que négliger le tourisme, c'est pouvoir vendre un concept. Parce que je sais plus à qui j'en parlais l'année dernière, la personne me dit c'est dommage parce que ça aurait pu être le Sénégal, ça. Il y a déjà pas mal de... Ils sont en train de préparer un truc similaire, de ce que j'ai compris. Dans ce cas, ça fait pas encore assez de bruit. Comparé au Year of Return. Il y avait quelque chose qui arrivait un peu dans ce style-là, ou dans le style en fait de tout ce qui est tourisme autour de l'esclavage, mais comme tu as dit, c'est pas autour d'une thématique. C'est ça. Je pense que créer ce genre de thématique-là et puis créer ce genre d'engouement-là, ça fait que il y aura des tonnes de personnes qui vont venir. Et puis je pense que le Sénégal a tout ce qu'il faut pour ce genre de choses. Et puis il y a plein d'autres pays aussi qui pourraient faire ça. Parce que rendu là, tu te rends compte que tu n'as même pas besoin d'avoir des lieux touristiques à faire visiter aux gens. Tu as juste besoin d'un concept et tu as besoin de 2-3 événements qui vont faire que les gens vont s'amuser et puis c'est tout. Ils seront là. Exactement. Et je pense même qu'au-delà de ça, ils sont vraiment partis chercher un besoin que beaucoup de personnes dans la diaspora américaine ou canadienne ou européenne avaient besoin. C'était vraiment de retrouver leurs racines. Oui. Et ça, en fait, je pense que c'est tellement intelligent la façon qu'ils ont abordé ce sujet-là que... Franchement, même s'il n'y avait pas grand-chose sur le terrain, juste le simple fait pour beaucoup, c'était la première fois en fait qu'ils allaient sur le continent. Exactement. Et je pense que c'est ça qui a marqué beaucoup de personnes. Ouais. Et le fait d'avoir tout ça organisé, parce que comme tu dis, il y a beaucoup d'Américains dans les dernières années qui ont commencé à faire des tests d'ADN pour savoir d'où ils viennent, etc. Exact. Quand on te dit que tu viens de 2% de tel endroit, de 4% de tel endroit, tu ne sais pas où aller. Mais quand on te donne une destination clé, je pense que ça change la donne. Tu sais où commencer et ça éveille ta curiosité. Et là, maintenant, tu peux peut-être visiter d'autres pays. Exact. Donc, c'était plutôt intéressant. En parallèle, justement, parlant de ça, il y avait le Bénin qui est en train de faire... c'est pas nécessairement autour du Year of the Return, mais c'est encore une fois autour du fait de retrouver ses ancêtres ou ses origines. Donc, le président béninois, Patrice Talon, avait récemment réaffirmé son engagement pour le développement du tourisme à Ouidah,
Ouidah, c'est une cité historique en fait au Bénin. Et cette cité-là est vraiment basée sur tout ce qui tourne autour de la mémoire de l'esclavage. Donc en fait, ils étaient en train de faire plein de projets de construction. Cette année, je pense que ça a même commencé en 2019. Donc ils étaient en train de construire la route de l'esclave pour vraiment retracer en fait les pas qu'un esclave aurait pu faire pour sortir du Bénin. Ils sont en train de réhabiliter un fort portugais. Et justement, c'était aussi en préparation pour la restitution des fameuses 26 œuvres d'art dont on avait parlé, qui étaient des objets du royaume d'Abomey. Et aussi, ils étaient en train de construire un omnisport, un complexe hôtelier. Donc, en fait, ils sont en train de, je pense, mettre toutes les étapes en marche pour avoir une destination ou être une destination phare dans tout ce qui est culturel. Déjà, ils le sont déjà, mais je pense que ça sera beaucoup plus structuré dans les années à venir. En parlant de retour et d'Américains qui sont à la recherche de leurs racines, je pense que... Elle rigole déjà. Je pense qu'il y a aussi certains artistes qui nous l'ont montré, qui ont crié haut et fort. Ouais. En particulier, notre reine Beyoncé. Déjà, je pense depuis quelques années, ça se voit que la go, elle se cherche quoi. Je ne sais plus en quelle année, elle a commencé à incorporer pas mal de divinités Yoruba et tout dans ses performances, dans la manière dont elle s'habillait. Elle a commencé de plus en plus à travailler avec des artistes, des créatifs africains. L'année dernière, elle a sorti son album pour le film Le Roi Lion qui s'appelait The Gift. Et dans l'album The Gift, justement, c'était que des chansons en collaboration avec des artistes africains. Et cette année, elle a fait l'album visuel qui accompagnait The Gift et ça s'appelait Black is King. Normalement, je vais estimer que la majorité d'entre vous ont entendu parler de Black is King parce que ce soit les gens qui aiment Beyoncé, les gens qui l'aiment moins, etc., c'était un peu inévitable sur la toile. Il y a eu des tonnes de choses qui ont été dites sur Black is King. Mais on va pas rentrer dans ça parce que si on veut rentrer dans ça, ça va être tout un épisode. C'est ça. Mais on veut juste dire aussi que dans toute cette initiative-là, il y a eu quand même eu un gros effort de valorisation et de mise en avant des créatifs et créateurs africains. Ouais. Déjà, dans l'album visuel Black is King, il y a beaucoup de marques qui ont été mises en avant, qui ont été portées par Beyoncé. Et donc ça, c'est un gros travail de sa styliste Zerina Akers qui depuis longtemps, franchement, elle fait du bon travail, elle est bien connectée. On voit beaucoup de marques africaines portées par Beyoncé en vacances, dans ses concerts, etc. Mais là, dans l'album visuel, c'était vraiment présent. Et en plus de ça, quelque chose qui a été vraiment bien pensé, c'est que cette année, pour le 19 juin, donc c'est une célébration américaine qui s'appelle Juneteenth, elle a mis en place le Black Parade. Donc c'était une section sur son site internet. Qui accompagnait aussi une chanson. Donc il y a une chanson qui s'appelle Black Parade, et puis tu as l'initiative même sur son site, où ça met en avant des business qui appartiennent à des Noirs. Et au-delà des business qui appartiennent à des Noirs, il y a même un moyen de filtrer sur son site les business qui appartiennent à des Africains. Le genre de marque qu'on pouvait trouver là-bas, c'est Tongoro du Sénégal, l'Artisan aussi du Sénégal qui était, Yébé Design qui est une marque ivoirienne qu'elle avait déjà portée, Adama Paris, il y avait des marques sud-africaines, des marques burkinabées, franchement il y avait une bonne variété. J'en ai découvert plusieurs là-bas, moi. Parce qu'en fait, il n'y avait pas d'outils qui centralisaient tout ça. Bon, peut-être ça existait, mais ce n'était pas aussi médiatisé que Black Parade l'a été. Donc, pour moi, en tout cas, j'en ai découvert 2-3 là-bas. Ouais. Beaucoup des créateurs parlent de l'effet Beyoncé, qui est l'effet où dès qu'elle parle de toi d'une manière ou d'une autre, tes ventes explosent. Tu peux pas tenir, tu n'as pas l'inventaire pour tenir. Bon, je sais pas si c'est nécessairement l'effet Beyoncé, c'est vraiment l'effet, en fait, qu'une célébrité américaine porte tes trucs. Je pense que ça dépend de quelle célébrité. Potentiellement, mais par exemple, récemment, Gabrielle Union a porté une marque... Kente Gentleman. Et ça a aussi explosé, mais Gabrielle Union aussi une grande célébrité. Ouais, bon. Je pense qu'il y a quand même... Il y a le levels to that shit. Genre pas pour dire que Beyoncé c'est la reine ultime, mais c'est vraiment certaines célébrités. Et donc ça fait toujours du bien de voir qu'au-delà de plein de choses qu'elle aurait pu mieux faire dans toute son initiative. Et plein de choses qu'elle a bien fait, même si je ne suis pas très fan de la Reine des Abeilles. Il y a beaucoup de choses dans son album qui étaient bien faites. Ouais, beaucoup de choses qui ont été très bien faites. Et puis je pense que tout ce qui est valorisation des marques en tout cas, elle a bien fait le taf. Ensuite, nous avons aussi notre cher Didi. Lui, il cherche. C'est-à-dire qu'il cherche même ses origines africaines. Didi, cette année, qui a trouvé le moyen coûte que coûte de se faire lier à l'Afrique en travaillant avec Burna Boy sur l'album Twice as Tall. Donc, pour donner un peu d'historique, Burna Boy, tout comme Beyoncé, on ne va pas le présenter. S'il y en a qui ne connaissent pas, je vous invite fort à taper Burna Boy, direct même sur Spotify. N'allez pas chercher à savoir c'est qui, écoutez ça sur Spotify, Apple Music. Et l'année dernière, Burna Boy a sorti son album African Giant qui était
absolument l'album excellent. de l'année. L'album, pour moi. L'album de l'année, un des grands albums même du genre afrobeat, si on veut. Ouais. Moi, je trouve que l'album était majestueux. Il n'y a pas une chanson qui n'était pas bonne. Exactement, c'était une vibe. Et franchement, ça rentrait bien dans la vibe de l'année du retour, de l'année de l'Afrique, de la valorisation. C'est-à-dire que quand même tu étais à Accra pendant le Year of Return, et puis on joue Yeah! Ouh, Seigneur, tu rentres dans tes feelings. Mais... Il est dans l'album précédent. Ah ouais, c'est vrai que Yeah, c'était pas dans African Giant. Bon, en tout cas, quand on te joue n'importe quelle chanson même de Burna Boy, quand tu étais à Accra, C'était le tu rentres best-seller. dans tes feelings. Ouais. Et l'année dernière, il cherchait son Grammy Award. Il avait été nominé dans la catégorie World Music, donc musique du monde. Et tout le monde était plutôt convaincu qu'il allait gagner. Ouais, franchement. Et puis la réalité nous a rattrapés parce que la vie, c'est pas les réseaux sociaux, c'est pas Instagram. Il a perdu. Et c'est Angélique Kidjo qui avait gagné le Grammy Award avec raison. Hein. Angélique Kidjo, C'est une légende. Hein. C'est ça, c'est une légende de la musique africaine, c'est même une reine de la musique africaine. Et quand on parle de world music, c'est elle en fait. Donc Burna Boy s'est donné l'objectif d'aller chercher son Grammy Award. Il était énervé, cette année. hein. Il était fâché. Ouh, Le gars on était pouvait pas grave respirer fâché. quoi. Il était fâché, mais en même temps, quand tu voyais contre qui il a perdu, tu peux pas être fâché avec lui parce que C'est ça, en c'est fait. la reine Angélique Kidjo. Il n'a pas perdu contre une inconnue. Là. Sans compter que dans son discours, elle lui a fait honneur en fait. Exactement. Elle a dit que je vais constater que voilà, il y a quelques années, il y a une relève qui se préparait et là, cette relève est là. Et c'est Exactement. Burna Boy. Exactement. Donc, en tout cas, je pense que c'est l'ego. Je pense que c'est l'ego. Et aussi parce qu'il avait franchement aussi fait un fort effort. Parce que de ce que j'ai compris, dans les Grammys, il y a beaucoup de politique que tu dois faire même avant de pouvoir gagner. Donc, je suppose que peut-être dans le background, ils avaient fait beaucoup de politique et ils pensaient qu'il allait justement gagner. Et ça n'a pas été le cas. Parce que son album, en tout cas, avait été très, 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 très médiatisé. Que ce soit de notre côté en Afrique ici ou en Occident, tout le monde a parlé de cet album. Ouais. C'était un des albums qui jouait partout. Tu peux te retrouver dans n'importe quel cercle à l'étranger, non africain, ça se jouait. Ouais. Mais je pense aussi que c'est un rappel qu'on utilise souvent les médias sociaux. Les awards aussi pour légitimiser l'effort des gens, légitimiser la qualité de leur travail. Mais le fait qu'il n'ait pas gagné son Grammy n'enlève rien à l'album qu'il nous a donné en fait. C'était excellent, pareil. Ah, s'il écoute le podcast, il peut se consoler en sachant que jusqu'aujourd'hui, là, c'est lui le nom de son album, c'est le mot de passe de mon Wi-Fi. Jusqu'aujourd'hui, c'est African Giant. Personne qui vient chez moi, le mot de passe African Giant, vous savez déjà que c'est l'album. Et donc, comme il cherche vraiment son Grammy et qu'il se l'est donné comme mission, parce que je dis tout ça, mais je comprends aussi que dans la carrière d'un artiste, ça reste un de ces trucs qui marque vraiment le coup et qui montre que tu es arrivé, tu n'es pas n'importe qui. Ouais. Donc, il a dit l'album, il va sortir là, c'est pour aller chercher le Grammy. Et je pense qu'il est compétitif en fait. Je pense que dans le trio d'artistes nigérians, donc Wizkid, Davido et Burna Boy, je pense que. Ce serait débattable si Davido devrait être dans ce trio, mais continuons. C'est débattable, je suis d'accord avec toi, mais les Nigérians s'entendent pour dire qu'il est dans ce trio. Ouais. Je pense en fait qu'il veut aussi être comme le premier à gagner en fait ce Grammy en fait. Ouais, et je comprends 100%. Et donc, c'est avec cet objectif-là que cette année, il allait chercher Didi, P. Diddy, Puff Diddy, je sais pas comment bien connecté. Qui est, bon, on va pas mentir, lui aussi, c'est une légende hein, dans son domaine. Ouais. Producteur, rappeur, chanteur, faiseur de stars. Son palmarès n'est même pas, on peut même pas citer tellement il a fait plein de choses. Ouais. Homme d'affaires. Il est allé chercher Didi pour être le producteur exécutif sur son album. Et donc, Didi qui était super content parce qu'il dit que ouais, ça fait longtemps que lui cherchait à se reconnecter à l'Afrique et il savait pas comment le faire de manière significative et tout. Et organique, parce qu'il voulait pas juste se connecter à l'Afrique comme ça là. Il voulait que ce soit une connexion qui est soulful. Donc je sais même pas comment ça. Qui va chercher son âme. Quoi. Voilà. Et donc quand Burna l'a appelé, non mais il était tellement content parce que pour lui Burna Boy est genre excellent. Burna Boy, je sais plus c'est quoi le mot qu'il avait utilisé, mais je pense qu'il aime beaucoup Burna Boy parce que pour tous les gens à la recherche de leur identité africaine, je pense. Il est talentueux, mais en même temps il est moderne, mais il reste quand même dans la tradition. Donc je pense que Burna Boy c'est le genre d'artiste que Didi aime là. C'est Burna en fait. Exactement. Ouais. Donc ils ont travaillé ensemble sur le projet. L'album est sorti il y a quelques mois. Twice as Tall. Twice as Tall. Ils ont fait tout leur travail sur Zoom parce qu'on était en pleine pandémie. Burna Boy avait quand même fait, je pense, un bon 60 à 80% de l'album avant de contacter Didi. Mais Burna expliquait qu'il allait chercher Didi pour faire l'album parce qu'il savait que Didi allait lui permettre d'élargir sa portée et de pouvoir atteindre des publics différents. Et donc c'est grâce à son frère avec Didi qu'il a pu être connecté à des gens comme la chanson Monsters We Made, là, c'est avec qui il a fait déjà Chris, le gars de Coldplay là. En tout cas, le gars de Coldplay et puis plein d'autres. Il y a Timbaland.
Voilà. Chris Martin, il y a Timbaland aussi qui a travaillé sur le projet. Après la sortie de cet album, je peux vous assurer qu'on a vu beaucoup de tweets et de vidéos de Diddy qui parlent du motherland, le motherland, machin, l'Afrique par-ci, le motherland par-là. C'était un peu lourd sur les bords, mais ça fait, c'est mignon de voir qu'il se retrouve d'une manière ou d'une autre à la recherche de son identité, parce que je pense qu'on n'en parle pas souvent, mais cette recherche d'identité, je pense, trouble beaucoup d'Américains. Et donc, ça fait du bien de savoir qu'avec l'essor de l'Afrique, ils arrivent à trouver leur part dedans et puis ils arrivent à, mais franchement, à s'accrocher à quelque chose. De là à introduire l'album, moi, ça m'a saoulée quand j'ai entendu ça. Ouais. Je sais pas pourquoi, hein. J'étais tellement... Parce que pour moi, justement, Burna Boy, c'est le African Giant. Donc c'est ça, en fait, c'est ça. Pourquoi c'est Diddy qui parle en premier dans l'album? Mieux, il allait chercher genre Angélique Kidjo parce qu'ils avaient déjà même collaboré ensemble. Exactement. Bon, en même temps, il a mis Youssou N'Dour dans le son. Mais c'est lui qui devait introduire l'album. Si quelqu'un devait parler, même sa maman, je sais pas. Même mais je pense que c'était quand même... le discours qu'elle a fait. C'était quand même poignant d'avoir quelqu'un d'autre qui parle au début de l'album. Le fait que ce soit Diddy, je me suis dit, honnêtement, je comprends qu'il parle à d'autres moments. Et c'est ce qui disait que j'étais comme... Tu dis rien de bon, frère. Tu dis rien de bon. Et genre, Diddy, en fait, sa réputation, c'est un enjailleur, tu vois. Ouais. Il sait amener le vibe. Mais c'est pas la même audience que ce qu'il fait d'habitude. Donc pour moi, je sais pas. J'étais un peu saoulée quand j'ai entendu ça. Puis je pense que s'il aurait commencé l'album avec une autre chanson, peut-être ma réception de cet album aurait été différente. Mais en même temps, dès que tu enlèves la voix de Diddy, la chanson avec Youssou N'Dour est puissante aussi. Elle est puissante. Donc je comprends qu'il ait commencé avec ça. Il n'avait pas besoin de Diddy au début. Je sais pas qu'est-ce que la voix de Diddy fait dedans. Son nom est déjà... Et je pense qu'il y a même d'autres parties où Diddy parle à la fin de certaines chansons. Oui, il fait souvent les bridges entre les chansons. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant que j'ai lu, Burna Boy disait quelque part que Diddy n'a pas fait ça pour l'argent, ce que je crois. Non, je crois aussi. Mais que apparemment là où je sais pas si je crois, c'est que Diddy a seulement, je pense, un très petit pourcentage de royauté qui gagne sur chaque truc, mais qui ne garde même pas les royautés, les rend ça à Burna Boy. Ça ne m'étonnerait pas. Je ne dis pas qu'on n'est pas en train de dire ici que Diddy n'est pas généreux ou quoi que ce soit. On dit juste en fait que c'était pas nécessairement selon nous approprié que c'est lui qui introduise l'album. Maintenant, si Burna veut augmenter sa portée comme tu as dit plus tôt, oui, c'est logique, mais je pense qu'il y a des façons d'intégrer Diddy à ce projet sans qu'il soit aussi omniprésent qu'il était, selon moi. Oui. Mais je pense que ça a aidé à internationaliser son audience. Possiblement, parce que on le verra concrètement à son prochain album. C'est comme ça que je mesure la portée d'un artiste à chaque fois. Après African Giant, la façon qu'on attendait Twice as Tall, là, ça confirmait tout ce qu'il avait livré dans African Giant. Maintenant, après Twice as Tall, le prochain album, là, on va voir. Je pense qu'on l'attendra avec moins d'enthousiasme parce que déjà Twice as Tall a été reçu avec moins d'enthousiasme. Parce qu'en vrai, en même temps, ça aurait été dur de faire mieux qu'African Giant, mais on trouve que c'était un peu trop loin. Tu penses? Moi, j'ai foi en mon gars. Le gars est trop talentueux. J'ai foi. Je pense pas qu'African Giant, c'était son top. Parce que quand on regarde les projets qu'il a livrés déjà par le passé, moi, je suis habituée à un certain niveau d'excellence avec Burna Boy. Donc, qu'il a maintenu. Oui. On peut pas mentir, il a maintenu. Oui, il a maintenu, mais je trouve que c'est un peu en deçà des attentes. Peut-être que c'était nos attentes qui étaient trop élevées. Et je pense aussi qu'il y a peut-être tout l'environnement qui a joué. Parce que comme on disait tout à l'heure, African Giant est sorti au bon moment avec tout ce qui se passait dans le monde. Ouais. Maintenant, ça là, on était déjà dans une pandémie. En plus, on nous dit que notre gars va sortir un album. On s'attendait à vraiment quelque chose d'excellent pour nous-mêmes sortir de la tristesse de la pandémie. Mais bon, moi j'ai quand même aimé l'album. Il y a quand même, je vais pas mentir, il y a des chansons que j'ai enregistrées. Je l'écoute pas autant que African Giant, que je peux écouter du début à la fin non-stop 4 fois. Cet album, c'est pas possible. Mais qui était quand même bien. Maintenant, on va passer à notre deuxième gros thème inévitable de l'année. La Covid. Le coronavirus. Le coronavirus, Covid-19 et maintenant 20 même bientôt. COVID-20. Donc comme on le sait, l'Afrique c'est le continent qui a été le moins touché par la Covid. Donc en date de dimanche, là, le 27 décembre, l'Afrique compte plus de 2,6 millions de cas et on a enregistré au total dans l'année, donc depuis janvier que ça a commencé, on dirait, on pourrait dire, 63 000 décès. C'est beaucoup, mais en même temps c'est peu en considérant qu'en Europe il y a 25 millions de contaminations et donc sur le continent le nombre de cas, plus d'un tiers vient de l'Afrique du Sud. Donc franchement pour les autres pays je dirais que la Covid n'est pas nécessairement d'actualité en fait comme elle est en Occident.
Et en fait, c'est ça, il y a une nouvelle variante qu'on a découverte il y a quelques semaines et qui aussi fait fureur en ce moment en Afrique du Sud. Justement, en date de dimanche, le 27, ils ont enregistré 40% plus de contamination que d'habitude. Donc, il y a une journée, ils ont enregistré 14 000 contaminations. Donc, c'est énorme. Et en ce moment même, ils ont augmenté les restrictions qu'ils avaient. Donc, plus d'alcool, parce qu'apparemment... Franchement, ça, c'est une affaire que j'avais compris en Afrique du Sud, quoi. Les gens ont la Covid, vous dites plus d'alcool, mais où est parce le que l'alcool, il y avait rapport? beaucoup de vices, et ces vices-là encouragent la Mais contamination. est-ce que ça a été prouvé ailleurs? Bon. Parce que c'est une pandémie mondiale, hein. Donc est-ce C'est qu'il y a vrai. d'autres pays qui ont montré que l'alcool, là, ça change quelque chose? Non, mais il y a beaucoup de pays qui ferment les bars. Oui, fermer les bars parce Fermer que les c'est un bars. lieu où les gens se retrouvent. Oui. Mais eux, ils interdisent la vente de l'alcool. Donc Mais tu peux c'est pas parce acheter pour que boire chez on a toi. constaté que, par exemple, au Kenya, je pense que c'est toi qui me racontais ça, que quand il y a le couvre-feu, les gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent leur alcool, ils vont chez quelqu'un boire. Là, il n'y a pas d'alcool. Non, je pense pas que l'objectif soit... Enfin, ils se retrouvent chez quelqu'un pour socialiser. Ils boivent parce que l'alcool fait partie de la socialisation. Exact. Tu enlèves l'alcool, les gens, ils vont fumer, hein. Bon, peut-être qu'ils vont Genre, couper les cigarettes, je sais pas. Mais c'est ça, et je pense que les gens vont pas arrêter de se réunir parce qu'il n'y a pas d'alcool. Mais je pense quand même que l'alcool est un gros facteur. Je sais pas pourquoi, mais je pense que dans beaucoup de pays, l'alcool est un gros facteur. Donc, en tout cas, ils ont interdit l'alcool, les rassemblements publics comme privés, et bien sûr, ils ont introduit un couvre-feu de genre 8 heures, chose que je trouve que c'est pas efficace. Il faut vraiment que les gens se confinent, en fait. Je pense que c'est la meilleure. Mais je pense que ça dépend méthode, du contexte aussi. Tu as des pays où on ne peut pas dire. se permettre d'être confiné. Et justement, ils avaient dit qu'ils ne pouvaient pas se permettre de se confiner parce qu'en fait, c'est une économie informelle et les gens ne peuvent pas se permettre de vivre sans... Non, les gens doivent sans quand même travailler, gagner l'argent, etc. etc. Donc, en termes de la gestion de la COVID sur le continent, ils recommandent en fait de vraiment surveiller comment ça va se passer pour la deuxième vague. Et ça, c'est pas juste pour l'Afrique du Sud, mais vraiment pour les autres pays. Surtout que dans plusieurs pays, en ce moment, il y a plein de vacanciers qui sont en train de sortir, de s'amuser. Donc, sûrement, il y aura une incidence plus grande. Oui, et puis il y a certains pays même où les chiffres ont déjà commencé à monter et puis ils ont déjà augmenté les mesures, le Sénégal, le Togo, etc. Parce qu'il y a beaucoup plus de voyageurs qui sont là. Et puis même parmi les locaux, vu que ce sont les fêtes, les gens sont plus enclins à sortir et se réunir. Et aussi, on avait constaté que dans des pays comme le Nigeria et même un peu partout dans le monde, tout ce qui était par exemple délinquance sexuelle, activité illégale, on avait vraiment constaté que ça avait augmenté. C'est arrivé au point où il y a des activistes nigérians qui ont demandé un registre de délinquance sexuelle pour pouvoir justement faire le suivi de ces délinquants-là et aussi pour essayer de comprendre l'ampleur, étant donné que les chiffres avaient triplé comparativement à avant la COVID. La COVID a affecté aussi beaucoup de pays qui dépendent du tourisme, dont le Kenya, qui justement leur tourisme est basé généralement sur tout ce qui est safari et en plus de ça tout ce qui est découverte d'ethnie ou de peuple comme le peuple Maasai qui est un peuple très très connu au Kenya justement et qui constitue une destination presque phare je veux dire quand tu vas au Kenya. Donc eux aussi cette communauté-là a été affectée beaucoup par la COVID. On a aussi parlé précédemment même du Malawi qui a été affecté par la COVID. Avec les taux de suicide et puis en général même tout ce qui est violence conjugale aussi a beaucoup augmenté. Donc tout ça pour dire que même si le continent a été préservé encore une fois en termes de vie, niveau tourisme et économie, même pour 2021, ils sont en train d'anticiper en fait qu'il y aura beaucoup d'aide humanitaire dont le continent en fait aura besoin. Avant qu'on passe à autre chose, je veux dire, la Covid a eu des incidences très, très, très graves sur le continent. Ouais. Mais dans les débuts de la Covid, c'était quand même très intéressant de voir comment certaines autorités politiques essayaient de gérer l'affaire. Parce que je pense que tout le monde était tellement dépassé. C'est nouveau. Tout le monde était tellement dépassé qu'en fait, ils ont tout essayé, quoi. Et moi, je pense qu'il y en a deux qui m'ont vraiment marqué dans leur tentative de garder les gens chez eux et de maintenir les mesures barrières. D'abord, je ne sais pas si vous vous rappelez, si vous avez vu une vidéo du président de l'Ouganda. Donc en Ouganda, le président Museveni, il a 75 ans, donc il est plutôt âgé. Au début de la Covid, le gars a fait un tweet où il dit « Ouais, je suis fatigué de voir les gens faire le sport ensemble dehors et de leur crier dessus, de leur dire de se séparer. Est-ce que vous savez que vous pouvez faire du sport à l'intérieur ?» Et là, le tonton nous fait une vidéo de lui en train de faire du sport dans son bureau, un bureau énorme déjà, qui est peut-être la taille de tout mon appart. Il est genre dans un habit de sport gris, là, manche longue. Il est là, il court, il fait le tour du bureau, il court. Ensuite, il se met par terre, il fait des pompes très difficilement, mais j'ai ressenti sa douleur parce que mais quand même, 75 ans. Voilà. Et j'ai trouvé ça très original. À quel point est-ce que ça a eu un impact considérable sur le fait de garder les gens à la maison ou pas, je ne sais pas.
Mais c'était quand même hilarant de voir le vieux monsieur là en train de courir dans son bureau. J'aime les présidents africains qui se rendent accessibles ou qui donnent l'impression qu'ils sont accessibles. Ah, c'est que le prochain là va te plaire. Lequel? Alors, George Weah, président du Libéria. Mais ça, c'est un ancien joueur de foot. Ancien joueur de foot, mais c'est pas une raison, il est président maintenant. Ouais, mais tu vois quoi, il a vécu. Ah, le gars, ancien président de foot, quand la Covid a commencé, qu'est-ce que George Weah a fait? Bon, au-delà des autres mesures, hein, c'est pas comme s'ils n'ont fait que ça, ces présidents-là. Il a sorti une chanson qui s'appelle, en anglais, Let's Stand Together to Fight Corona. Donc, mettons-nous tous ensemble pour combattre le corona. Mais attends, le Libéria n'a pas d'artiste qui pouvait... J'ai dit que lui-même était le chanteur principal. Donc, il avait des footballeurs à président à chanteur. Et en vrai, apparemment, c'est pas la première fois qu'il fait ça. Parce que le Libéria a été au centre aussi de l'Ebola. Ouais. Et donc, quand il y a eu l'Ebola en 2014, il a aussi sorti une chanson. Donc, clairement, c'est un habitué de la chanson. Ouais. Je sais pas à quel point ça a eu un effet. Hein. Je me dis, s'il a refait, c'est que peut-être ça a eu un effet. Et j'ai vu aussi que l'UNESCO a utilisé cette chanson-là dans leur campagne à eux de sensibilisation. Donc, si l'ONU te donne une approbation en utilisant ton truc, c'est que, bon, d'une manière ou d'une autre, ça marche. Mais c'est spécial, quoi. J'ai écouté juste le début de la chanson, on dirait une chanson d'église. Ouais, ça fait très chanson d'église, avec les choristes au début, et puis lui qui a les solos au milieu et tout. J'étais comme yo. Vraiment, moi j'écoute ça, je rigole avant d'écouter ce que tu dis. Ce qu'il a dit. Mais bon. Chacun a géré la Covid. Exactement. Franchement, c'est une année particulière, presque difficile, très difficile. C'était une année très difficile. Pour beaucoup. Je pense même pour la plupart en fait. Pour tout le monde, j'ai envie de dire. Parce que même si on n'a pas tous été affectés par le Covid, d'une manière ou d'une autre, notre quotidien a été bouleversé. Nos plans ont été bouleversés aussi, donc je pense que... Mais j'aime croire que ça démontre encore une fois que, tu sais, des fois on dit qu'il y a des choses qu'on ne peut pas faire parce que soit il n'y a pas de volonté politique, soit c'est pas possible. La Covid a forcé tout le monde, même le plus petit pays au monde, à s'adapter rapidement. Oui. Et ça, là, donc, les excuses de « Oh, chaque enfant ne peut pas avoir une éducation » ou « On ne peut pas éradiquer la pauvreté » ou quoi. Franchement, moi, j'ai vu que si on veut, là, c'est possible. Quand on est contraint, on peut. C'est possible. Ouais. Et autre chose d'intéressant aussi que la Covid a fait, ça c'est à travers le monde, c'est pas spécifique à l'Afrique, mais c'est aussi, je pense que ça a poussé beaucoup de personnes à remettre en question leur vie, leurs décisions, etc. Il y avait beaucoup de personnes qui faisaient des choses... Des changements de... Parce qu'ils avaient la flemme de changer, mais le fait d'être contraint, d'être chez soi, de ne pas avoir d'autres options, de ne pas pouvoir sortir, de ne pas avoir tout ce qui nous distrait de notre quotidien, là, a forcé beaucoup de personnes à changer leur trajectoire de vie, à s'intéresser à autre chose, à vraiment s'écouter et puis à essayer de faire des choses qui leur plaisent réellement. Donc j'ai envie de croire que quoi qu'il se passe dans les années futures, peut-être que les gens vont faire plus d'efforts pour s'écouter. Ouais. Maintenant, on va passer à la prochaine catégorie. C'est une catégorie qui va être plutôt rapide, mais je pense que dans tout ce qu'on a vécu en 2020, l'année était tellement longue. On va pas se mentir, il y a eu des choses sur les réseaux sociaux qui étaient épiques. On était confinés à la maison. Donc, qu'est-ce qu'on faisait? On était sur les médias sociaux. On s'enjaillait là-bas. En fait, c'était vraiment la seule source de confort. Exactement. Parce que moi, j'ai pas de télé à la maison. Je sais pas si toi t'en as. Je ne regardais même pas de nouvelles. Quand je dis que j'ai pas de télé, je ne regardais pas les nouvelles. Je n'ai pas de câble. Donc, pour moi, là... C'était travail, réseaux sociaux. Réseaux sociaux. Et même Netflix, moi je m'en lassais, j'étais fatiguée de regarder Netflix. Tu as tout regardé. C'est ça, donc c'était vraiment réseaux sociaux, les lives des gens, les memes. Franchement, on s'est pas ennuyé. Hein. Pour ceux qui sont en Occident et qui ont la connexion et que c'est accessible, tu t'ennuyais difficilement. Bon. Il y avait beaucoup de choses qui se passaient en ligne. Si tu étais capable de trouver tes centres d'intérêt et des choses qui t'intéressaient, franchement, en tout cas personnellement, je me suis pas ennuyée. Moi, je me suis pas ennuyée parce que j'avais beaucoup de boulot et puis j'étudiais en même temps. Oui. Mais je me dis que si je n'avais pas ça, je me serais ennuyée parce que même ce que je regardais sur les réseaux sociaux, je m'en lassais à un moment donné. Malgré que c'était mes centres d'intérêt, être sur mon portable tout le temps et tout ça, je me lassais à un moment donné de ça, même si je savais que ça m'intéressait. Je comprends ce que tu veux dire. Qu'est-ce qui t'a marqué du coup sur les réseaux sociaux? Principalement sur Twitter. Je sais qu'en début d'année, ce qui chauffait quand la Covid n'était pas encore un sujet d'actualité, c'était les porteurs de cercueils ghanéens. C'est un fameux meme. Ça a duré quoi? Peut-être 2-3 semaines, même plus longtemps que ça. Ça a duré même plus longtemps que ça. Ça a duré des mois, ce truc. C'est ça. Pour ceux qui n'ont pas vu, c'était un meme de porteurs de cercueils qui chantaient, qui dansaient sur de la musique techno. Ils faisaient des chorégraphies, ils soulevaient le cercueil, ils déposaient, ils portaient sur l'épaule. En fait, les gens accompagnaient ça de d'autres vidéos, donc ça faisait rire. Les gens ont fait tellement de remix en fait de cette vidéo. Donc ça, c'est une chose qui m'a marquée. Une autre chose qui m'a marquée, bon, ça c'est un peu plus petit, c'était Virgil Abloh, qui est un créateur, designer, qui est connu pour la marque Off-White.
qui est une marque urbaine street de luxe. Et en fait... qui a aussi été beaucoup connu quand il a été mis directeur artistique, non créatif de Louis Vuitton. Oui, de Louis Vuitton. Ouais. Et même avant ça, il a été connu parce que c'est un des acolytes de Kanye West. Ouais. Pendant le fort des manifestations pour le mouvement Black Lives Matter, et pour ceux qui sont au Québec, la vie des Noirs et des Noirs compte, il a fait un don de $50 pour un fonds de remise en liberté des manifestants. Et en fait, c'était comme une chaîne de dons qu'il fallait faire. Donc, une personne donne et pour supporter, toi tu donnes un montant et tu partages ce que tu as donné pour encourager d'autres personnes à donner. Mais lui, il a donné son $50 et oubliant qu'il a une personnalité et qu'il est quand même riche, il a posté en fait le montant qu'il a donné et les gens ont commencé à dire mais tu as Off-White, comment tu donnes juste $50? Là, il s'est mis à expliquer que ouais, mais j'ai déjà donné avant. Mais les blagues ont juste commencé en fait. C'est ça. Et Virgil, parce qu'il a donné $50, les gens ont commencé à associer le nom Virgil à $50. Donc, au chiffre 50. Ou au chiffre 50. Au point où, quand je voulais demander quelque chose, un montant à quelqu'un, je disais, est-ce que tu as un Virgil qui signifie $50? Donc, la blague a duré peut-être une semaine, 2 semaines? Une semaine, 2 semaines. On s'est marré. Ils ont changé le billet américain. Là, le président qui est sur le billet de $50, on a mis sa tête dessus. Donc, ça, c'était encore un moment assez drôle pour la culture. Ouais. Et les gens lui disaient aussi que comment lui-même, les vêtements et les trucs de sa marque coûtent plus que $50 et lui va venir donner seulement $50. C'est ça. Parlant même de Virgil, apparemment en ce moment, je sais qu'on a parlé un peu du Year of the Return, mais en parallèle, j'ai aussi souvent lu que le Ghana voulait aussi encourager en fait leur diaspora qui a eu beaucoup de succès à développer des projets au Ghana. Et dans ce cadre-là, justement, Virgil va amener un parc de skateboarding à Accra. Et c'est lui qui va faire le design et tout. Et la culture de skateboarding, elle est quand même en train de commencer. J'ai oublié le nom, mais j'avais entendu un podcast où on interviewait une dame justement qui avait des centres de skateboard, etc. à Accra. Et ça marchait très bien. Non, ils ont une petite culture ou sous-culture autour du skateboarding là-bas. Ouais. C'est ça qui m'a marqué. Toi, tu avais un combo ça qui t'avait marqué? Bah déjà, il y a tout ce que tu as cité, mais moi, il y a eu aussi... Est-ce que ça m'a marqué ou ça a vraiment fait du bruit? C'est tout ce qui s'est passé autour de Hush Puppy. Donc, je sais pas si vous connaissez Hush Puppy, mais Hush Puppy... Moi, je connaissais pas avant ce scandale, hein. Ah ouais? Non. On dit son nom dans les chansons. Moi, je connaissais parce qu'on disait son nom dans les chansons. Ouais? Il y a des chansons de Davido, il est comme Make Money Like Hush Puppy. Genre... mais vraiment, on dit son nom dans les chansons. Donc, quand il y a eu le scandale, le nom m'était familier. Mais aussi, au-delà de ça, Hush Puppy, c'était une grande personnalité des réseaux sociaux. Le mec, il avait 2,4 millions de followers sur Instagram. Donc, c'est comme ça que les gens le connaissaient parce que sur les réseaux sociaux, c'est un Nigérian. Il montrait un mode de vie d'une exubérance, mais genre l'argent, c'est-à-dire que tu vois le gars, tu te dis mais comment est-ce qu'il fait son argent? Dans les jets privés, les voitures de luxe, du cash qu'il verse sur lui-même partout. Les habits, les chaussures. Les habits, l'alcool, le champagne, les filles, mais vraiment de l'argent à outrance. Et les femmes agaces qui va avec? Bien sûr. Moi je ne suivais pas mon truc à la fin, on l'a arrêté, je ne sais pas t'y voir. Donc tu avais son macabo, tu l'attendais au tournant depuis. Et on lui demandait comment il faisait son argent. Il disait que non, il était businessman et tout. Et que d'après lui, il exposait son mode de vie là, sur Instagram pour pouvoir encourager la jeunesse. Pour que s'il y en a qui veulent abandonner, ils se disent que non, je peux réussir moi aussi comme Hush Puppy. Sauf que on a mis le drap de Hush Puppy dehors, comme on dit chez nous ici, quand on l'a arrêté. J'ai plus la date de son arrestation, mais il s'est fait arrêter en plein milieu de l'été là, à Dubaï. Ouais. Parce qu'en fait, le gars, oui, c'est un businessman en quelque sorte, parce que c'est un grand brouteur. En fait, en termes de cybercriminalité, il faisait partie des plus grands du continent. Waouh! Il avait fait tout en fait, un peu de tout. Donc des faux sites, vol de cartes de crédit. Il a diversifié en fait. Il a diversifié ses sources de revenus. C'est ce qu'on nous dit de faire à l'école. Comme les Nigérians appellent ces gens-là, on les appelle les Yahoo Boys. C'est ça, donc au Nigeria, c'est les Yahoo Boys. En Côte d'Ivoire, c'est les brouteurs. Fraudeurs de cartes de crédit, cartes de crédit. Pour les Montréalais. Mais franchement, des cartes de crédit fraudées, des sites internet, des détournements de fonds, ils ont fait un peu de tout. J'avais même cru entendre que pendant la Covid, là, ils avaient détourné des fonds qui devaient être envoyés aux citoyens pour les aider avec Covid. Wow. Ils avaient détourné ça pour pouvoir utiliser. Donc sans cœur, quoi. Sans cœur. Et son niveau de fraude était tellement élevé que des entités qui faisaient des enquêtes sur lui, c'était le FBI, Interpol
et la police de Dubaï parce qu'il était posé à Dubaï pendant un bon moment. Et ce sont ces 3 groupes-là qui se sont mis ensemble pour l'arrêter. C'est énorme parce que ça veut dire qu'il avait dépassé le niveau de les gens qui t'envoient des courriels, je suis un prince nigérien. Non, c'était toute une activité, c'était toute une organisation. Ce qui est quelquefois, de mon point de vue, dommage à voir parce que je me dis, mais si tu as vraiment toute la capacité mentale et l'énergie de t'organiser autant pour frauder, et l'intelligence, parce qu'il faut être intelligent pour frauder. Il n'y a pas plus intelligent qu'un criminel. Hein. Mais de ouf. Et donc à chaque fois, je dis, mais si tu prends tout ça et tu mets dans quelque chose de légitime, tu pourras te faire... Je ne sais pas si tu vas te faire autant d'argent aussi vite, mais sur la durée, en tout cas, tu auras ton argent. Et tu auras surtout ta liberté. Et ta liberté, parce qu'on a estimé à 400 millions de USD le montant de sa fraude jusqu'à présent, ce qui n'est pas négligeable. Non. Quand il s'est fait arrêter, il avait une douzaine de voitures de luxe sur lui à Dubaï, des valises de cash qui ont été saisies. Et ça, c'est juste qu'il avait sur lui à Dubaï. Le mec, il est du Nigeria aussi, donc il a des trucs un peu partout. Ouais. Et donc ça a fait du bruit. C'était tellement un gros événement que même la police de Dubaï a fait une vidéo genre pour montrer son arrestation et tout. Et ça a fait du bruit un peu partout parce que aussi, tu sais, on chantait son nom dans les vidéos, enfin dans les chansons, etc. Mais quand il s'est fait arrêter là, on n'a pas entendu les stars nigérianes ici dire libérez Hush Puppy. Sûrement qu'ils ont bu des bouteilles avec lui, profité derrière lui. Ils ont tous profité de peut-être la meuf financer nos célébrités favorites là. Ça ne m'étonnerait pas. On ne sait pas. Mais Mm. c'était silence radio. Parce que bien évidemment aussi, c'est pas quelqu'un à défendre, mais je trouve ça toujours intéressant de voir. Et je pense que quand tu fais de la fraude de cette envergure, tu dois être bien connecté. Ah mais de loin. Donc je pense aussi que les gens ont peur même de parler en fait. Oui, parce que on l'a pas arrêté facilement non plus. Hein. Quand c'est FBI et Interpol et police de Dubaï, c'est pas rien. Donc moi, c'était mon petit truc des réseaux sociaux. Après, 2020 nous a aussi marqué parce que cette année, on a beaucoup plus ressenti le décès de certaines célébrités afro. Il y a eu énormément de célébrités. Et même, au-delà même des célébrités, de gens qu'on a perdus dans nos entourages, beaucoup de décès. Et on voulait quand même citer quelques noms qui nous ont marqués, même si ça n'enlève pas à quel point les autres décès nous ont marqués également. De mon côté, ce qui m'avait marqué, c'était le départ de la légende de jazz camerounaise, Manu Dibango. Camerounaise, même c'est réducteur en fait. C'était international. C'est ça, c'était international. Apparemment, il était aussi mort de complications suite à la Covid, comme beaucoup de cas en fait. Légende, grand joueur de saxophone. La deuxième perte qui m'a marquée, c'était John Lewis. En fait, John Lewis, pourquoi ça m'a marqué, c'est parce que j'ai beaucoup apprécié sa biographie. Pour ceux qui ne connaissent pas John Lewis, c'était un des leaders du groupe de 6 du mouvement des droits civils aux États-Unis. Il s'est battu aux côtés de Martin Luther King contre la ségrégation. Et comme j'ai mentionné, franchement, si vous manquez de quoi lire, je vous recommande sa biographie. C'est un gros livre, mais ça se lit hyper bien. Et c'est vraiment, comment dire, ça te met en fait au centre de ce qui se passait. Et comparativement à d'autres biographies de tout ce qui est le mouvement contre la ségrégation américaine, c'est que lui, c'est quelqu'un qui était proche et qui observait en fait beaucoup de ce qui s'est passé et qui a aussi connu toutes les personnalités qu'on connaît là et qui a vraiment une approche très franche par rapport à ces grands leaders. Donc, c'était ça qui m'avait marqué. Aïssa, toi aussi, je pense que tu en avais quelques-uns. Oui, moi j'avais déjà Mori Kanté. Mori Kanté qui était un des plus grands artistes de la musique mandingue et qui était aussi connu internationalement, qui est décédé au mois de mai. Pour ceux qui ne le connaissaient pas, une de ses chansons les plus connues s'appelle Yeke Yeke. Donc c'est une de ces chansons que quand tu joues, même si tu ne sais pas c'est qui l'artiste, tu sais que tu l'as déjà entendu quelque part. Il était connu parce que franchement, on l'appelait le griot électrique parce qu'il avait réussi à faire une fusion un peu musique traditionnelle mandingue, donc kora et tout ça, avec des instruments un peu plus pop, électro, donc ça faisait un beau mélange qui était un peu inhabituel et qu'on a perdu. Je sais plus de quoi il est décédé, il avait 70 ans et il est parti au mois de mai. Et puis la deuxième personne que je voulais mentionner, c'est un décès qui a vraiment marqué tout le monde. C'est l'acteur qui avait incarné Black Panther, T'Challa. Donc Chadwick Boseman qui est décédé au mois d'août de manière très inattendue. Je me rappelle que quand moi j'ai vu la première personne dire repose en paix Chadwick Boseman sur Twitter, j'ai cru que c'était une blague moi. Moi aussi. Moi j'ai fermé, je me suis dit c'est ça. Parce qu'il avait un film même qui sortait genre pas longtemps après. Donc exact. C'est ça, je me suis dit les gens ils savent pas rigoler, ils ont toujours des blagues vraiment nulles. 10 minutes après, je vois qu'en fait ça ne s'arrête pas et qu'il est réellement décédé et qu'en fait personne ne le savait en tout cas, mais il avait un cancer du côlon contre lequel il se battait depuis un bon nombre d'années. Cancer du côlon avec lequel il a filmé une grande partie de ses films, incluant Black Panther. Et des semaines même avant, des photos de lui
beaucoup plus mince était sorti, les gens s'étaient moqués de lui, et tout, alors qu'on ne savait pas en fait ce qu'il vivait. Exactement, c'était pour Black Lives Matter, quand il y avait eu tous les événements qui se sont passés, il avait fait des vidéos pour parler. Le gars était, il avait perdu toute vie, en fait, il était tout maigre. Les gens ont dit, mais qu'est-ce qui s'est passé, etc. Mais les gens se moquaient. Mais malheureusement, le gars était en train de mourir, en fait. Et il y en avait qui pensaient que c'était peut-être pour un rôle, tu vois. C'est ça, il y en avait qui pensaient que c'était pour un rôle. Moi-même, j'ai regardé, je me suis dit, mais est-ce qu'il est tombé dans la drogue et tout, parce que ce qui se passait. Tu sentais qu'il y avait quelque chose. Et puis, il avait quoi, 44 ans, un truc comme ça. Donc ça fait mal de voir quelqu'un d'aussi jeune, quelqu'un d'aussi talentueux partir. À son apogée, en fait. À son apogée, et quand il a marqué toute une génération. Parce que je pense que personne ne peut imaginer Black Panther avec un autre acteur principal que lui. Donc il a vraiment marqué. Je me souviens quand Black Panther est sorti, en fait. L'engouement que ça avait, on était tous excités, tout le monde s'était habillé avec des habits africains pour aller regarder. Au cinéma et tout, franchement c'était un événement. C'était un événement. Et donc, franchement, qu'il repose en paix. Et puis on remercie l'univers, le Seigneur de nous avoir prêté pendant assez de temps pour au moins voir une partie de son talent. Et que sa femme, sa famille trouvent leur réconfort aussi. Exactement. Donc c'était ça. Ça c'était la partie un peu tristounette. Un peu plus triste. Qui était quand même présente tout au long de l'année. Et pour finir, on va finir avec notre rubrique qui est toujours là à chaque épisode maintenant, ce sont nos crushs musicaux. C'est permanent. Permanent. Pour les crushs musicaux, en fait, étant donné que c'est le dernier épisode de la saison, on va y aller un peu différemment que d'habitude. Déjà, c'était les fêtes. On n'a pas vraiment beaucoup écouté de nouveautés en termes de musique. Donc, ce qu'on va faire, c'est que moi, je vais parler de ce qui m'a marqué cette année. Donc, il y a eu beaucoup de bonne musique qui est sortie cette année du côté de Naija, de tout ce qui est afrobeat. J'ai déjà parlé des albums que j'ai beaucoup aimés, Pato Ranking, Adekun Legal et tout ça. Mais ce qui m'a marqué personnellement, deux petites choses. Première chose, c'est en fin 2019, quand le catalogue de Jay-Z est revenu sur Spotify pour la première fois, en fait, depuis hyper longtemps, parce que quand il avait... était sorti Tidal. C'est ça. Quand il avait sorti Tidal, il a enlevé son catalogue de Spotify, et moi, je n'avais que Spotify. Donc, moi, ça m'a permis, en début 2020, là, je ne jouais que du Jay-Z, quoi. H24. Donc ça, c'est ma première chose. Donc ça peut paraître bête, mais il y a des chansons de Jay-Z que j'écoute genre presque tous les jours. Deuxième chose, ce serait pour moi l'année 2020, c'est l'année durant laquelle je considère en fait que j'ai commencé à m'attarder sur les artistes canadiens noirs. Donc j'en ai découvert plusieurs, donc on n'a pas juste Drake et The Weeknd, là. On a vraiment une relève féminine et noire qui est en train de se préparer calmement. Donc il y a Savannah Ré, que j'aime beaucoup, qui est une artiste R&B, elle est noire d'origine jamaïcaine, qui est basée à Toronto. Il y a Shalia, qui est basée à Montréal, qui a fait plein de collaborations, même avec Etranada, qu'on connaît ici à Montréal. Mon highlight en termes d'artistes canadiennes féminines et noires, donc, dont je voulais parler, c'est Lukala. Elle est d'origine congolaise, elle est basée à Toronto. Donc, en fait, déjà dans son allure. Donc, elle a les cheveux orange, elle est de taille forte. Elle fait de la musique pop. Elle a un profil assez atypique. Elle a une voix rauque, rebelle, perçante. Ses textes sont super intéressants et audacieux. Donc, pour moi, c'était mon highlight de l'année. Donc, tout ce qui est découverte d'artistes canadiens cette année. Alors moi, la manière dont j'ai approché, je pense que ce que je vais citer, c'est pas forcément... Enfin, ce sont des highlights de l'année, mais je me suis dit, on a déjà parlé de tellement d'artistes et tellement d'albums au cours des épisodes précédents, et je pense que ce sont vraiment tout ce qu'on a mentionné dans les premiers épisodes là. C'est ça qui apparaît dans mon top 2020, Spotify, etc. Mais je me suis dit, pour ne pas changer, pour rester l'ivoirienne fière que je suis, je vais peut-être mettre en avant deux artistes ivoiriens que j'aime beaucoup, que j'ai beaucoup écouté cette année, et qui méritent d'être mis en avant, même si t'en as qui sont déjà plutôt célèbres. Le premier artiste pour moi, c'est Didi B. Oui. Donc Didi B, c'est un membre du groupe Kiff No Beat. Donc je sais pas, pour ceux qui connaissent Kiff No Beat ont sûrement déjà entendu la chanson Approchez, regardez. Donc ça, c'est une de leurs chansons plutôt commerciales, mais c'est un groupe de rap qui existe ici depuis au moins 2010-2012. Je me rappelle, dans leur début, c'était les petites vidéos sur Facebook et tout. Et puis avec le temps, tu les vois passer sur Trace, tu les vois être acclamés à l'international, etc. Ils sont plutôt versatiles, ils font du gros rap plutôt hardcore, ils font aussi du rap un peu plus commercial, ils mélangent avec des sonorités de coupé décalé, etc. Didi B, c'est un de leurs membres principaux qui, depuis quand même quelques années, essaie d'imposer sa carrière solo. Donc, il a déjà sorti plusieurs chansons solo. Je pense qu'il a même un album solo en entier qui est sorti il y a quelques années.
Mais je trouve quand même que depuis l'année dernière, depuis la fin de l'année dernière, il a sorti des chansons là qui franchement le distinguent de tout ce qu'on entend et qui sont juste une vibe au complet. Donc il y a sa chanson Assini qu'il a sortie l'année dernière, il a Puissant qui est sorti avec Afro B. Là, il y a sa toute dernière chanson qui vient de sortir, en tout cas le clip vient de sortir il n'y a pas longtemps, qui s'appelle Il n'y a pas l'un dedans. Personnellement, moi, je l'ai découvert ce week-end à la Sunday pour la première fois. Et franchement, pour première écoute en direct comme ça, top. Ouais. Top. Donc, moi, je l'ai déjà follow, rajouté partout. J'ai trop hâte d'écouter ces nouveaux sons. Ouais, c'est vraiment musicalement, les paroles, ils sont... La mélodie y est... Il joue un peu avec différentes sortes de mélodies. Il va mettre un peu des bruits de zouglou, de coupé décalé, de rap. La présence scénique aussi y est. Et même artistiquement, quand tu regardes ses vidéos, c'est vraiment tout un... En fait, il a le star factor, comme on dit. Il a tout ce qu'il faut pour être une star. Et puis, tu sens qu'il est en train d'exploiter ça. Donc, ça fait plaisir. Et mon deuxième crush, j'ai tellement saigné cette chanson. La chanson s'appelle Paradis et c'est une artiste qui s'appelle Moula. Donc une artiste urbaine, si on veut appeler ça comme ça, mais qui fait un peu pop R&B ici en Côte d'Ivoire. Elle est toute nouvelle. Donc honnêtement, sur Spotify, elle a une seule chanson, ça s'appelle Paradis. Et j'avais découvert la chanson dans une émission que je regardais une fois et je suis allée écouter. C'est vraiment, la meuf, elle a une belle voix, les paroles sont chic, comme on dit, donc elle raconte une histoire d'un gars. Bref, allez écouter, vous allez voir. C'est du rap ? Non, elle chante, c'est chanté. Elle chante, okay. Et franchement, juste avec cette chanson-là, ça donne de l'espoir. La chanson a bien pris, comme on dit, on la joue partout ici à Abidjan. Quand tu sors, tu vas l'entendre au moins une fois par soir. Tout le monde connaît les paroles par cœur. Même ma maman connaît les paroles de Paradis. J'étais choquée. Et je trouve qu'en termes de relève féminine dans ce genre de musique un peu R&B, un peu urbaine, pop, là, il n'y en a pas énormément, donc ça fait du bien de voir une fille en fait qui se débrouille bien et qui gère. Donc j'espère qu'elle va se perdre en chemin et qu'elle va continuer de faire du bon. Je sais qu'elle est signée avec Sony Music si je me trompe pas. Wow. Après une chanson. Ben, parce que la vidéo de Paradis, ça commence avec Sony Music en gros devant. Okay. Bon. Donc je sais pas c'est quoi les détails de leur deal, mais en tout cas j'ai hâte. Genre je me suis retrouvée de temps en temps à aller voir sur Spotify si j'avais pas raté une nouvelle chanson qui avait sorti. Parce que j'étais fatiguée d'écouter Paradis. Mais donc c'est ça. Okay. Et du coup, petite surprise qu'on a pour vous par rapport aux crushs musicaux. Oui, on a reçu beaucoup de commentaires de nos affairés indiquant qu'ils aimaient beaucoup nos suggestions, recommandations, que ce soit en termes de livres, le fameux Gaël Faye de Daïsata, ou en termes aussi de musique. Donc, en attendant qu'on revienne en force, qu'on prenne des forces pour la saison 2, on a une surprise qui est une playlist. Alors, on a regroupé tous nos crushs qu'on a mentionnés dans les épisodes précédents, incluant ceux qu'on a mentionnés aujourd'hui, dans une playlist qui sera disponible sur Spotify, mais aussi sur Apple Music, pour que vous puissiez retrouver les titres qui nous ont marqués, les artistes qui nous ont marqués, peut-être pour que vous puissiez en découvrir. Parce qu'on est consciente que souvent, on parle vite, on donne les noms des artistes rapidement, mais tout le monde n'a pas le temps de noter. Donc là, tout est centralisé dans un endroit et je pense que ça montre aussi bien notre vibe de 2020. Ouais. C'est plutôt varié, il y a un peu de tout, il y a des chansons qui bougent, il y a des chansons posées, il y a des chansons d'ambiance et on espère que vous pourrez aller écouter sur ces deux plateformes-là. Déjà, on n'aura pas d'épisode pendant un bon moment, donc en attendant, il faut aller écouter et donnez-vous la chance de découvrir d'autres artistes. Bon, pour ceux qui n'ont pas Apple et Spotify, on se voit en 2021. En attendant qu'on revienne en 2021, on a confiance que vous allez rester sur la playlist et comme on va vous manquer là, allez écouter les anciens épisodes, réécoutez, il n'y a pas de problème. Exact. On sait que nos voix sont douces. Exact. Et pour rester à l'affût en fait de l'annonce de la deuxième saison, donc on vous encourage à nous suivre sur Spotify, nous donner 5 étoiles sur Apple Music et surtout de nous suivre sur Instagram au même nom, Affairage Airways, et aussi sur Facebook pour ceux qui ont Facebook. Comme Laurence disait, suivez-nous surtout sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, parce qu'on sera absente. Mais s'il y a des affairages trop chauds et qu'on ne peut pas se retenir, on va peut-être faire des petites apparitions sur les réseaux sociaux pour partager certaines choses avec vous. Et aussi de votre côté, vraiment, on n'a pas d'épisode, mais on est là. Hein. Donc si vous avez des affairages chauds, envoyez-nous sur les réseaux sociaux aussi pour qu'on puisse rester... à l'affût de ce qui se passe. Exactement. Donc à la prochaine les amis. Et sur ce... Ah, mais fais atterrir l'avion. Sur ce... L'avion le plus important. Excusez-moi. Non, mais comment tu peux oublier? Okay. Comment tu peux oublier? Sur ce, je vais vous faire l'atterrissage le plus sérieux que j'ai fait de toute la saison. Sur ce, relevez le dossier de votre siège, rangez la tablette de la nourriture, attachez vos ceintures et préparez-vous pour l'atterrissage.